Salut les terriens, bienvenue dans le journal de l'espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine chaque vendredi. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Ah, ce cher Starliner, l'épouvantail de la NASA et de Boeing, continue de faire parler de lui, toujours coincé dans l'espace, amarré à l'ISS. Lors d'une conférence téléphonique la semaine dernière, Steve Stitch, directeur du programme d'équipage commercial de la NASA, a joué la carte de la transparence tout en nous laissant sur notre faim. Il n'y a toujours pas de date de retour pour les astronautes, mais beaucoup de progrès, nous dit-il. Bon, c'est un petit peu comme nous annoncer qu'on a presque fini un puzzle de 1000 pièces, mais qu'on n'a toujours pas trouvé les coins. Les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams sont toujours sur la Station Spatiale Internationale depuis le 5 juin pour une mission d'une semaine qui, comme vous le voyez, s'éternise un petit peu. Ils sont en fait devenus les héros involontaires d'une saga spatiale digne des plus grandes épopées, et la mission Starliner de Boeing, censée être une simple formalité, a accumulé les pépins techniques comme un collectionneur de timbres rares. Imaginez un petit peu, un problème avec une valve à oxygène, une fuite d'hélium tenace et des propulseurs capricieux, le tout avant même de quitter le sol. Ensuite, une fois en orbite, on a eu d'autres fuites d'hélium et des défaillances des propulseurs du système de pilotage qui se sont ajoutés au tableau. C'est un petit peu comme si votre voiture décidait de perdre une roue, de surchauffer et de manquer d'essence, mais tout ça en même temps. Dans l'intervalle, Boeing et la NASA se sont retroussés les manches pour réparer ces fichus propulseurs à White Sands, au Nouveau-Mexique, et Steve Stitch a rapporté avec un sourire crispé que les tests ont révélé un léger renflement dans le joint en téflon, un problème tout à fait cohérent avec les observations en vol. Mark Nappy de Boeing a ajouté que leur module de service Starliner était resté tranquillement en repos pendant 3 ans, ce qui en faisait le candidat idéal pour des tests de fuite. En gros, on pourrait le traduire comme ça, on a trouvé les fuites et on bosse dessus, promis juré. Bon, mais si jamais tout ça tournait mal, Steve Stitch a évoqué du bout des lèvres la possibilité d'utiliser le Crew Dragon de SpaceX comme plan B, mais a insisté sur le fait que leur priorité était de ramener Butch et Sunny avec Starliner. On croise donc les doigts pour que ce ne soit pas le plan de la dernière chance, hein. Pendant ce temps, ces dernières semaines, SpaceX a connu son propre petit désastre avec une anomalie sur sa fusée Falcon 9 qui lui a fait perdre une cargaison de 20 satellites Starlink. Bon, avec 3 échecs sur plus de 300 lancements, ça rappelle que même les meilleurs peuvent trébucher. Jonathan McDowell, astrophysicien et tracker de satellites, a d'ailleurs souligné que compter uniquement sur 2 fournisseurs comme Boeing et SpaceX pourrait être un pari risqué pour la NASA. Malgré tous ces déboires, la NASA et Boeing insistent, nos astronautes ne sont pas coincés dans l'espace, mais profitent de ce séjour prolongé pour collecter plus de données sur Starliner. Butch et Sunny gardent le moral, affirmant qu'ils ont absolument confiance dans le vaisseau. Bon, on croirait vraiment entendre une publicité pour un produit censé fonctionner presque tout le temps sans aucune panne, et pour être honnête, on a un petit peu de mal à les croire. Mais tout n'est pas rose au pays des fusées. La journaliste Marina Koren de The Atlantic n'a pas mâché ses mots, accusant la NASA de manquer de clarté et d'alimenter les rumeurs par une communication trop prudente. Boeing, quant à lui, est déjà dans l'œil du cyclone après l'explosion du fuselage d'un avion d'Alaska Airlines en janvier, ce qui n'aide pas à calmer les inquiétudes sur leurs soucis de sécurité. En résumé, si vous pensiez que votre quotidien était stressant, dites-vous que quelque part, des ingénieurs travaillent jour et nuit pour ramener des astronautes sur Terre, tout en jonglant avec des fuites d'hélium, des propulseurs capricieux et des critiques de toutes parts. Bon, rien que pour ça, on peut quand même leur tirer notre chapeau. Et oui, SpaceX nous avait peut-être fait oublier que l'aventure spatiale n'est jamais un long fleuve tranquille. Quand le télescope spatial James Webb a été lancé, il faut bien l'avouer, on était tous excités comme des gamins devant un feu d'artifice. Cet appareil est censé révolutionner l'astronomie moderne, et il faut dire que depuis 2 ans, nous n'avons pas été déçus. Il faut savoir que l'une des cibles les plus attendues de ce super télescope était TRAPPIST-1, une étoile naine rouge pas très loin de chez nous, à l'échelle de l'univers, ici seulement 41 années-lumière dans la constellation du Verseau. Alors pourquoi tout cet engouement ? Eh bien parce que TRAPPIST-1 est spéciale, elle abrite 7 planètes de la taille de la Terre et au moins 3 se trouvent dans la fameuse zone habitable où l'eau liquide pourrait exister. Pour l'instant, le télescope James Webb, le JWST, a déjà réussi à étudier les 2 planètes intérieures, et attention, petit spoiler, on n'y passera pas nos vacances. Leur atmosphère est aussi irrespirable que dans un four de cuisine. Mais la 3e planète, la première dans la zone habitable, reste discrète, un peu trop discrète même. Mais pourquoi est-elle si difficile à observer ? Bon, un petit rappel avant d'aller plus loin, TRAPPIST-1 a été mise en lumière grâce à une technique spéciale que l'on appelle la photométrie de transit.
En simplifié, quand une planète passe devant son étoile, la luminosité de cette dernière baisse légèrement, et c'est ça justement que l'on détecte. Les 7 planètes de TRAPPIST-1 font ce petit jeu de cache-cache avec des périodes orbitales courtes autour de leur étoile, entre 1,5 et 20 jours, ce qui rend leur transit assez fréquent, voire même superposé. Avec le lancement du James Webb en 2021, l'espoir de découvrir des détails croustillants sur ces planètes a été ravivé. Le James Webb, il faut le dire, est un vrai bijou avec son miroir de 6,5 mètres de diamètre et ses capacités infrarouges avancées, parfait pour étudier les atmosphères des exoplanètes, là où Hubble montrait justement ses limites. On va d'ailleurs sortir très bientôt une vidéo spéciale sur le James Webb, où on vous explique pourquoi son fameux miroir pourrait être menacé. Bon, pour en revenir à notre sujet, une équipe d'astronomes a donc pointé le James Webb vers TRAPPIST-1 en utilisant la spectroscopie de transmission. Cette technique consiste à analyser la lumière de l'étoile qui traverse les atmosphères des planètes en transit. L'idée, c'est de voir quels éléments sont présents dans ces atmosphères, mais après déjà 3 ans de recherche, ce n'est toujours pas gagné. Le dernier article publié dans Nature Astronomy explique pourquoi c'est si compliqué. Le premier obstacle, c'est la non-uniformité de l'étoile. Comme notre propre soleil avec ses taches solaires et ses éruptions, TRAPPIST-1 a des zones plus froides où se cache de la vapeur d'eau, ce qui brouille les spectres de transmission. En gros, il est difficile de savoir si on regarde l'atmosphère d'une planète ou une tache sur l'étoile. C'est ici ce qu'on appelle la contamination stellaire. Les astronomes avaient déjà rencontré ce genre de problème avec des télescopes terrestres comme Magellan au Chili, mais la supersensibilité du James Webb le rend encore plus évident. Heureusement pour ça, il y a une solution, c'est d'observer l'étoile pendant sa rotation pour cartographier sa surface et ainsi mieux distinguer l'atmosphère des planètes. TRAPPIST-1 sert donc de terrain d'entraînement pour ces nouvelles techniques d'avant-garde. L'idée est de tester et affiner ces méthodes pour ensuite les appliquer à d'autres systèmes exoplanétaires plus difficiles à observer. L'équipe de recherche espère que la communauté des exoplanètes et les utilisateurs du James Webb se serreront les coudes pour surmonter ces défis, car tout le monde attend la grande nouvelle, la première découverte d'une planète habitable par James Webb. En attendant, restons patients et gardons nos télescopes braqués sur TRAPPIST-1, car l'astronomie, c'est un petit peu comme la vie, elle est toujours pleine de surprises et de défis, mais c'est ce qui la rend si passionnante justement. Ah, les deepfakes. Vous savez, ce sont ces vidéos et images trafiquées par l'intelligence artificielle qui vont jusqu'à nous faire douter de ce que nous voyons. Un véritable danger dans un monde où il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, tant les technologies de l'intelligence artificielle évoluent rapidement. Dans cette course folle entre les créateurs et les chasseurs de deepfakes, les astronomes viennent de débarquer avec leurs télescopes et leurs méthodes d'analyse de la lumière. Et oui, vous avez bien entendu, nos chasseurs d'étoiles sont aussi des chasseurs de faux. Et pour le coup, ça c'est pas une fake news. Alors les deepfakes, c'est un mélange entre deep learning, un type de machine learning super avancé, et fakes, c'est-à-dire de fausses images. En gros, une intelligence artificielle apprend à imiter quelque chose après avoir vu plein d'exemples. Imaginez par exemple remplacer le visage de votre chat par celui de votre célébrité préférée. Ça c'est rigolo, non? Sauf que ça devient moins marrant quand on remplace des visages humains pour de mauvaises intentions. Heureusement, nos amis astronomes habitués à scruter les étoiles ont des outils pour repérer les deepfakes. Un article dans Nature nous raconte comment Adejumoke Owolabi, étudiante de l'université de Hull en Angleterre, a utilisé des techniques d'astronomie pour identifier les faux visages. Elle a comparé pour ça la lumière réfléchie par les globes oculaires des visages dans des photos réelles et des deepfakes. Pour cela, elle a utilisé 2 méthodes, le système CAS pour concentration, asymétrie et douceur en français, et l'indice de Gini. Ces outils, normalement utilisés pour étudier les galaxies, se sont révélés étonnamment efficaces. CAS aide à analyser comment la lumière se propage dans les galaxies, et l'indice de Gini mesure la répartition de cette lumière, un peu comme on mesurerait les inégalités de revenus dans une société. Dans le cas des deepfakes, ces méthodes permettent de détecter des incohérences dans les reflets lumineux des yeux. Kevin Pimblett, une pointure en sciences des données à l'université de Hull, confirme que ces méthodes offrent une nouvelle voie particulièrement prometteuse pour détecter les deepfakes. Alors certes, ce n'est pas une solution parfaite car il y a toujours des faux positifs et négatifs, mais c'est un pas de géant. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout quand on sait que les deepfakes peuvent être utilisés pour des attaques sournoises, souvent à des fins mal intentionnées, ou pour manipuler l'opinion publique. Mais tout comme une course aux armements, les créateurs de deepfakes apprendront eux aussi rapidement de ces nouvelles techniques et amélioreront leurs méthodes. Ce n'est pas la première fois que l'astronomie vient à notre secours. Le télescope spatial Hubble et ses capteurs optiques dits CCD de pointe ont aidé à développer des technologies médicales pour détecter le cancer du sein. Alors qui sait, peut-être qu'un jour nos navigateurs internet auront des détecteurs de deepfakes intégrés basés sur ces techniques d'astronomie. Mais attention, même avec des lois en préparation comme le Deepfakes Accountability Act aux États-Unis, la bataille est loin d'être gagnée. Les astronomes et leurs outils brillants nous montrent une voie, mais la vigilance et l'innovation resteront nos meilleurs alliés.
En attendant, je ne peux que vous recommander de garder l'œil ouvert et méfiez-vous des vidéos trop belles pour être vraies, même si nos astronomes veillent au grain. Lors du Salon aéronautique international de Farnborough en Angleterre, Alex Tye, président de New Frontier Aerospace, a annoncé une nouvelle fracassante. Le premier tir d'essai de son moteur Mjolnir a eu lieu le 18 juillet dernier. Une vraie performance, même si ce test n'a duré qu'une seconde, juste assez pour prouver que les turbopompes et l'allumage fonctionnent. Mjolnir, ce n'est pas que le mythique marteau de Thor, le dieu du tonnerre, c'est aussi un moteur à combustion étagée à flux complet, la crème de la crème des moteurs fusées, aussi utilisé par le Raptor de SpaceX et Stock Space. Fonctionnant à l'oxygène liquide et au méthane, Mjolnir pourrait bien être le moteur fusée le plus avancé au monde, même si pour l'instant, il ne produit que, si l'on peut dire, 1,5 tonnes de poussée. Mais attention, ce n'est que le début, les versions futures devraient produire cette fois entre 20 et 30 tonnes de poussée pour rentrer dans la cour des grands. Ce moteur est destiné à propulser l'Intercontinental Rocket Liner, un véhicule suborbital prévu pour transporter environ 100 personnes à des vitesses hypersoniques autour de la Terre. On parle de voyage d'un bout à l'autre de la Terre en quelques heures, avec un décollage et un atterrissage vertical et une trajectoire de type Boost Cruise Glide, c'est-à-dire une poussée initiale suivie d'un vol à vitesse constante et d'un vol plané pour le retour. En gros, ce serait comme un saut de puce pour globetrotter pressé. Ce marché est extrêmement prometteur et pourrait même dépasser celui des lancements de fusées. SpaceX a également flairé le bon filon avec son Starship, vantant depuis des années son potentiel pour des voyages intercontinentaux rapides. Cependant, Tye défend son projet et n'est pas convaincu que le Starship soit adapté pour ça. Il est super pour aller sur Mars, dit-il, mais pour les voyages point à point, eh bien pas tellement, il est trop gros et il n'a pas d'ailes. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas lui donner tort sur ce point. Alors vous allez me dire, encore un énième projet d'avion spatial, sauf que là c'est du très sérieux, les dirigeants de New Frontier ne sont pas des nouveaux venus dans le domaine. Jess Sponable a travaillé sur le DCX et le projet XS-1 de la DARPA, l'agence pour les projets de recherche avancés de la défense américaine. David Gregory a lui bossé chez Blue Origin, et quant à Tye, ancien de Virgin Galactic, il sait de quoi il parle. Il rappelle d'ailleurs que Virgin Galactic voulait initialement faire des vols point à point, mais a fini par se concentrer sur le tourisme spatial pour prouver la sécurité de leur voyage. Comme d'habitude, on en revient toujours au financement, qui reste un défi majeur pour ces projets ambitieux. Alex Tye souligne un fait très intéressant, SpaceX attire une grande partie des financements, ce qui crée une sorte de trou noir pour les autres entreprises. Il appelle à plus de concurrence et d'investissements diversifiés pour que des projets comme le leur puissent prospérer. Pour résumer, avec un peu de chance et surtout beaucoup de financement, on pourrait bientôt aller de Los Angeles à Londres en moins de 2 heures, comme prendre un taxi spatial. Bon, j'en vois déjà qui vont me dire dans les commentaires que ça ne doit pas être très écolo tout ça, et pour le coup, je crois que je ne pourrais pas vraiment vous donner tort. Maintenant, on va parler un petit peu des émissions de CO2, ce cadeau empoisonné qu'on offre généreusement à notre planète. En juillet, notre chère Terre a battu des records de chaleur, comme si elle essayait de remporter un concours de sauna géant. C'est sympa, non ? La NASA, jamais en reste pour nous faire aimer l'espace et ses applications, cartographie depuis plusieurs années nos émissions de CO2, et même si leurs cartes ne sont pas super réjouissantes, il faut avouer qu'elles ont un petit côté film d'horreur en Technicolor. Peut-être que ce cocktail de beau et de terrifiant nous motivera à enfin prendre le changement climatique au sérieux. Le studio de visualisation scientifique de la NASA a sorti une vidéo captivante qui nous montre comment les vents et les courants d'air baladent nos émissions de CO2 de janvier à mars 2020. Cette vidéo en haute résolution permet même de zoomer pour voir les sources de CO2, comme les centrales électriques et les incendies de forêt. D'après Leslie Hott, climatologue au Goddard Space Flight Center de la NASA, on essaie de comprendre d'où vient le carbone et son impact sur la planète. Et franchement, quand on voit la vidéo, tout devient limpide. Peu importe d'où vient le CO2, on en prend tous plein la figure. La vidéo révèle quelques différences mondiales intéressantes. Aux États-Unis, en Asie du Sud et en Chine, les principales sources de CO2 sont l'industrie, les centrales électriques, ici probablement au charbon, et les transports. En revanche, en Afrique et en Amérique du Sud, ce sont les incendies de forêt et le défrichement des terres qui dominent. C'est un petit peu comme si chaque région avait sa recette spéciale pour réchauffer la planète. Bon, ces visualisations de la NASA ne sont pas seulement instructives, elles sont aussi animées. Par exemple, en Amérique du Sud et dans les tropiques, l'image vibre car les données ont été recueillies pendant la saison de croissance. On y voit les feux de forêt s'intensifier le jour et se calmer la nuit, tandis que les plantes absorbent du CO2 et rejettent de l'oxygène en faisant de la photosynthèse. Tout ça est possible grâce au GEOS, le Goddard Earth Observing System.
C'est un modèle ultra sophistiqué qui utilise des supercalculateurs pour montrer ce qui se passe dans notre atmosphère. GEOS traite des milliards de données, notamment celles des instruments des nombreux satellites envoyés pour étudier notre climat, tout ça avec une précision hallucinante, bien au-delà des modèles météorologiques classiques. Alors voilà, maintenant plus d'excuses, grâce à la NASA, nous savons exactement ce qu'il se passe, il nous reste encore maintenant à agir pour éviter à la Terre de devenir une immense poêle à frire. Voilà les terriens, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura encore appris plein de nouvelles choses. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce pour nous soutenir, les petits commentaires qui font toujours plaisir à l'équipe. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne secondaire, le journal de la Starbase, pour retrouver toutes nos vidéos. On se retrouve très vite pour la suite. Salut les terriens!